Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Nous procéderons maintenant à la remise annuelle des prix d'excellence de l'Université du Québec et des médailles de l'Assemblée des gouverneurs. Les prix d'excellence sont décernés par l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec pour faire ressortir l'importance de la recherche, de l'enseignement et de la gestion. Des jurys indépendants ont été formés pour décerner ces prix. Cette année, 4 lauréats seront récompensés. Un prix d'excellence en recherche et création sera remis à un professeur pour l'ensemble de sa carrière. Il recevra une bourse de 15 000 $. D'autre part, 2 prix d'excellence seront accordés en enseignement. Un pour l'ensemble de la carrière d'un professeur et l'autre pour une réalisation exceptionnelle. Les 2 professeurs sélectionnés recevront également une bourse de 15 000 $. Enfin, le prix d'excellence en gestion sera décerné à un administrateur pour une réalisation remarquable. Il se verra remettre une bourse de 10 000 $. Le montant total décerné cette année en bourse s'élève à 55 000 $. La formule étant très appréciée, nous avons invité, cette année encore, la journaliste Josée Thibault à venir nous faire découvrir, de façon assez originale, par le biais d'entrevues, nos 4 lauréats. Je vous rappelle que notre animatrice est une diplômée de l'Université du Québec, une diplômée de l'Université du Québec à Montréal. Et semble-t-il que depuis qu'elle anime nos soirées, elle reçoit beaucoup de courriels et est sollicitée par tout le monde, qui est très fière qu'elle soit une diplômée de l'Université du Québec à Montréal. Je vous invite à accueillir Madame Thibault. Alors bonjour à tous. Évidemment, c'est avec un immense plaisir que j'ai accepté une nouvelle fois de participer à cette remise des prix d'excellence de l'Université du Québec. Et je dois dire que j'apprécie cette marque de confiance renouvelée. J'espère que vous allez encore une fois pouvoir découvrir en fait peut-être un peu de ces gens qui ont une carrière souvent assez exceptionnelle et dont on n'entend pas souvent parler en dehors des murs de leur université à eux. Je vous rappelle que cette formule, comme disait Valérie, assez originale, permet aux lauréats, plutôt que de faire un discours dans lesquels tout le monde n'est peut-être pas toujours à l'aise, de pouvoir parler d'eux, mais simplement en répondant à des questions, et des questions qui ont évidemment comme but de les mettre en valeur, de mettre en valeur leur carrière et leur réalisation, de raconter en fait qui ils sont pour vous permettre de mieux les connaître, de mieux les reconnaître, ce qu'ils ont fait, ce qu'elles ont aussi accompli. Je pourrais peut-être même le mettre le féminin l'emporte sur le masculin peut-être, cette fois-ci. Alors, sans plus tarder, j'invite celui qui reçoit cette année le prix d'excellence en recherche et création, volet carrière, Monsieur Jorge Niossi de l'UQAM, à venir me rejoindre ici. Et comme vous allez être celui qui casse la glace, Monsieur Niossi, le micro fonctionne, vous le tenez à distance moyenne. Très bien. C'est sans problème. Monsieur Niossi, vous êtes un expert du management et de l'innovation et des changements technologiques. Je ne me trompe pas? Non. Bon. Pouvez-vous nous expliquer, dites-nous ce que c'est, parce que je suis certaine que c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est qu'un professeur qui enseigne l'innovation, le management de la technologie. Je vais tout mélanger ça, là. Qu'est-ce que c'est? Il paraît que la technologie, je pense que M. Villedieu l'a dit tout à l'heure, est un des principaux facteurs de développement. Par conséquent, il est important de bien la connaître, de bien la gérer et de connaître les routines qui ont à voir avec l'incorporation des technologies et la création de technologies. Par exemple, M. Villedieu a fait référence à la recherche-développement. C'est important non seulement de dépenser des fonds en recherche-développement, mais de les dépenser à bon escient. Descendez un peu votre micro pour qu'on avec des bonnes normes de travail, des bonnes façons de travailler. Vous êtes aussi un sociologue. Sociologue, économiste. Comment on met ça ensemble dans un enseignement? On met ça très bien ensemble parce que je crois que ces disciplines sont complémentaires.
La sociologie m'a appris l'importance des institutions. Et depuis quelques années, les économistes passent leur temps à dire que les institutions sont importantes. La qualité des universités, la qualité des laboratoires publics, la qualité des entreprises, la qualité des gouvernements, des bureaucraties gouvernementales. Alors ça, c'est très important. L'économie m'a appris plus les coûts, les bénéfices, les retours sur les investissements, ce genre de choses. Et comment on met ça ensemble là, dans l'enseignement? Est-ce que c'est facile? Est-ce que les étudiants se reconnaissent quand vous essayez d'introduire la sociologie dans l'économie? Oui, j'introduis les institutions dans l'économie et dans la gestion. Mais quand on parle d'organisation, on parle d'institutions, on parle d'organisations sociales, des comportements des organisations. Est-ce que, vous m'avez dit, vous êtes un obsédé du travail. Vous m'avez dit ça en pré-entrevue. Oui. Vous vous reconnaissez? Quand mes filles me demandent pourquoi je travaille autant, je dis peut-être que je n'ai pas l'impression d'être en train de travailler. Ça, c'est une bonne réponse. Vous auriez pu faire carrière, si j'ai regardé dans votre dossier, vous auriez pu faire carrière à peu près dans toutes les grandes universités américaines, vous auriez pu rester en Argentine, vous auriez pu aller en Europe. Pourquoi vous avez décidé de faire votre carrière ici au Québec? Pour dire la vérité, à 24 ans, je finissais un troisième cycle. J'ai fini un troisième cycle en économie à 24 ans à Paris. Et j'ai connu quelques Québécois. Québécois qui sont des professeurs d'université, Québécois et Québécoises. Les deux. Québécois au sens... Je peux les nommer Doral Brunel, Céline Saint-Pierre, Louis Maheu et quelques autres. Alors, eux finissaient comme moi les études et ils m'ont dit, écoute, pourquoi tu ne viens pas au Québec? Je dis, pourquoi pas? Et petit à petit, les racines se sont installées et j'ai trouvé ça très bien. Et je crois que la preuve est faite que l'Université du Québec peut faire de la recherche dans n'importe quel domaine de très bonne qualité. Et je pense que les personnes que j'ai nommées, dont au moins 2 ont fait la carrière à l'Université du Québec, ont fait d'excellentes carrières de chercheurs aussi. Et vous avez eu l'impression, pendant toute votre carrière, je pense que vous m'avez dit 38 ans d'enseignement. 39. Depuis tout à l'heure, ça a augmenté, d'accord. Que vous avez eu droit à tous les encouragements et à toute la place dont vous aviez besoin pour pouvoir publier, par exemple, pour pouvoir faire la recherche que vous vouliez. Vous avez l'impression d'avoir donné votre plein potentiel pendant ce temps-là? Écoutez, ça fait 31 ans, 32 ans que j'ai des subventions de recherche. Et je crois qu'il y a un service de la recherche à l'Université du Québec qui m'a souvent donné un coup de main pour mettre au point les formulaires, les mots et les phrases qu'il faut mettre à la bonne place. Il y en a été beaucoup de questions. Tantôt, est-ce que c'est difficile dans votre domaine de recevoir les subventions de recherche, de justifier l'obtention? Je pense qu'il faut continuer de publier, continuer d'avoir des diplômés, continuer d'être actif en recherche pour les avoir continuellement, ces subventions-là. Qu'est-ce que vous diriez qui est ce que vous avez apporté par votre travail à l'université, par vos recherches, par vos publications à la société québécoise et peut-être même canadienne? La première chose que j'ai apportée, c'est 17 docteurs, 33 maîtrises et 6 post-docs, dont 1 ou 2 sont ici, des docteurs André Manceau, qui est doyen à l'Université du Québec à l'Outaouais, et était mon étudiant, il a fait le doctorat avec moi en 97. C'était un excellent étudiant d'ailleurs. Surtout qu'il est dans la salle. C'est ça votre fierté d'avoir réussi à transmettre ça? C'est la principale. Vous savez, les papiers, des fois j'ai l'impression que les papiers qu'on fait, quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Laissez-moi vous donner un exemple. En 1982, j'ai publié un livre sur les entreprises multinationales canadiennes. La même année, il y a eu 3 livres sur les multinationales canadiennes. Une des professeurs de l'Université d'Ottawa, Litvak Emol, et un autre d'un professeur Alan Rockman, qui était à l'époque à Dalhousie. Donc, si je n'avais pas publié mon livre, il y aurait eu de toute façon un livre là-dessus. Peut-être que le vôtre était meilleur. Par contre, ça, je ne sais pas. Les miens, c'est bien vendu, ça, c'est sûr. Mais si c'était meilleur ou pas, je ne peux pas le dire. Par contre,
une cinquantaine de diplômés, ça commence à être assez bien. Peut-être une dernière question. Ces temps-ci, les économistes sont des gens qui sont plutôt malmenés. C'est pas des gens qu'on dit suffisamment branchés sur la société. Est-ce qu'ils pensent trop aux institutions et pas assez aux gens? Penser aux institutions, c'est relativement récent. La plupart des économistes croient que les marchés peuvent résoudre tous les problèmes. Laissés à eux tout seuls. Les nombreuses blagues sur les économistes sont là pour les prouver. Combien d'économistes ça prend pour serrer une ampoule électrique? Ça n'en prend aucun. Si les économistes et le gouvernement cessaient de s'occuper, l'ampoule se visserait toute seule. Malheureusement, ces jours-ci, General Motors est la propriété du gouvernement des États-Unis, autrement elle ferait faillite. Ainsi que plusieurs banques et compagnies industrielles de la plus grande importance en Europe et en Amérique du Nord. Peut-être une petite dernière encore. Est-ce que vous diriez que ce qui explique le développement de nos sociétés, c'est la technologie? Bien sûr, ça a été prouvé. Et à ce moment-là, est-ce que vous considérez, avec votre expérience, que les gouvernements ici comprennent ça? Depuis quelques années, au niveau du gouvernement fédéral, j'ai l'impression que c'est un peu moins compris. Mais c'est un point de vue tout à fait personnel. C'est confidentiel. Ça va rester ici. Monsieur Niazi, merci beaucoup. Maintenant, je vais me déplacer parce que la prochaine lauréate n'est pas avec nous et je vais la présenter en étant ici. Madame Josiane Boulad-Ayoud, qui est professeure au département de philosophie de l'UQAM, ne pouvait être présente aujourd'hui. Alors, je lui ai proposé d'être là de manière virtuelle en faisant avec elle une entrevue par Internet. Je pensais en lui posant cette question-là qu'on serait en mesure d'enregistrer l'image de l'entrevue parce qu'elle me disait « je suis sur Skype, je suis habituée des technologies de l'information ». Je dis « ça tombe bien, moi aussi, on va faire ça, ça va être facile ». Pas du tout. Ça n'a pas été facile et finalement ce qu'on a c'est le son. On n'a pas son image. L'image de Skype est pas suffisamment bien définie, je pense, pour qu'on puisse l'enregistrer. Ça devenait trop compliqué, donc on l'a pas fait. Donc je vous demande pour ça un peu d'indulgence. On a fait avec Madame Ayoub ici à l'université une entrevue très très longue parce qu'elle est intarissable. Une entrevue d'une 30aine de minutes dont j'ai extrait 3 petits morceaux qu'on va vous présenter, en vous précisant bien évidemment les questions qui ont été posées. Donc, dans un premier temps, puisque je vous dis ça parce que la qualité sonore n'est pas excellente, c'est pour ça que je vous le précise. Je lui ai d'abord demandé, elle qui est professeure de philosophie depuis presque 40 ans, je crois, comment elle réussit à renouveler le plaisir d'enseigner la philosophie. On peut l'écouter. D'abord, je suis passionné dans ce que je fais et j'essaye d'insuffler la passion aux étudiants et que leur lumière là, dans les yeux que j'attends s'allume. Ensuite, je saisis l'occasion. Par exemple, à la dernière grève des étudiants, ils me devaient, naturellement, il fallait rattraper. Bon, qu'est-ce que j'allais faire? Je leur ai dit, écoutez, c'était un cours sur Descartes. Je leur ai dit, je devais vous donner à expliquer la générosité chez Descartes, qui est, en parenthèse, la générosité chez Descartes, c'est la conscience qu'on a de son libre arbitre et le pouvoir de s'estimer soi-même de façon bien ou mal, mais d'être honnête, quoi, comme on dit dans les romans policiers, se regarder dans le miroir. Alors, je leur ai dit, vous allez me dire, si Descartes avait fait la grève avec vous, qu'est-ce qu'il aurait dit en fonction de la générosité? Oh, ils étaient tellement contents, ils ont dit, est-ce qu'on peut vidéographier notre interview? Alors j'ai dit, d'accord, mais ça va être plus, ils étaient 30. Ça va durer plus que 60, que les 3 heures. Ils ont dit, ça fait rien, on va après chacun avoir un souvenir, c'est exceptionnel. Et ils se sont donnés, ils ont été
c'était très réussi. Il y en a même un qui était en littérature qui a fait un petit poème sur sa participation, ce que Descartes aurait dit, etc. Alors vous voyez, je saisis l'occasion. Je ne suis pas rigide, je crois, et ça fait quand même plus de 40 ans maintenant que je suis dans l'enseignement, les 40 ans de l'Université du Québec, et je l'ai faite aussi, en quelque sorte. Un peu d'indulgence pour le son, mais on comprend quand même assez bien. Ensuite, elle m'a confié que l'un des moteurs de sa motivation, c'est le fait que ses étudiants, depuis 40 ans, elle les aime tous. Je crois que l'humour, la passion, le fait que j'aime les étudiants, que je ne renie pas mon rôle ingrat de, vous savez, de mentor, parce que quand ils viennent, ils vous écrivent à n'importe quelle heure du jour, on dirait qu'ils poussent le bouton et il faut que le prof réponde. Mais moi, je les aime beaucoup, puis je les aime, puis j'aime leur montrer que la philosophie, c'est à la fois une activité théorique, mais une pratique, une maîtresse de vie et de sagesse, en même temps que d'accumuler des connaissances et de fréquenter les textes des plus grands esprits qui ont fait notre modernité. Et finalement, seulement 3 extraits, comme je vous l'ai dit. Voici ce qu'elle tente de léguer à ses étudiants par son enseignement qu'elle, dit-elle, adapte à ses publics. J'essaye de leur donner les outils pour lire un texte et réfléchir par eux-mêmes. Et je crois que je réussis et je crois que je leur communique aussi le goût de la fréquentation des auteurs qui peuvent les enrichir et les faire évoluer. Il faut les prendre, il faut surtout plaisanter avec eux, vous voyez, mais il faut savoir aussi ne pas plaisanter, ce soit de la bouffonnerie, jusqu'à ça. Je crois beaucoup à la force de l'humour, je crois beaucoup à ce qu'on est maître de ce qu'on dit, et je crois beaucoup à construire avec les étudiants le cours. Vous voyez, il ne faut pas qu'ils sentent que je suis en totale réponse, que je suis infaillible, je sois le pape, voilà. Mais il faut dire humblement, parfois, je ne comprends pas, ou je ne sais pas. Et je profite à eux de leur activité, de leur connaissance. Par exemple, quand j'enseigne Descartes, bon, il y a la dimension du Descartes scientifique. Alors souvent, je suis sûr, avec les nouvelles habiletés qu'ils acquièrent dans leur secondaire, qu'ils sont plus futés que moi en mathématiques. On a coupé les 30 dernières secondes pour des raisons d'ordre technique. Mais vous avez quand même saisi un peu toute la passion encore qui anime cette femme-là depuis 40 ans. Et elle m'a dit qu'elle était très, très désolée de devoir rester au Caire, où elle est présentement, parce qu'elle aurait bien aimé être ici avec nous tous. Maintenant, autour de celle qui reçoit le prix d'excellence en enseignement en volet réalisation, Madame Jeanne Simard de l'UQAC, de venir me rejoindre en avant. Madame Simard. Oui. Vous êtes avocate, administratrice agréée, oui. docteur en droit, oui. mais vous enseignez au département de sciences économiques et administratives. Oui. Comment les étudiants voient ça? Habituellement, quand on s'inscrit à des cours, on s'inscrit en droit ou on s'inscrit en administration. Comment ils voient ça? Les premiers temps, je vous dirais honnêtement que j'étais peut-être une bête un peu bizarre. J'arrivais, puis les étudiants se demandaient qu'est-ce qu'elle va nous apporter, Madame Simard. Alors, je pars toujours peut-être avec quelques longueurs d'arrière. Alors, fallait vraiment que je vende un peu, je dirais, la marchandise, que je vende la matière pour que les étudiants embarquent. Alors, c'est pas toujours évident, mais j'ai tellement de la passion, j'écoutais l'entrevue, j'ai tellement de la passion avec mes étudiants, je leur montre, dans le fond, de devenir des citoyens réflexifs. On pourrait peut-être en reparler, mais à un certain moment donné, je sens qu'il y a comme les gens embarquent.
Les gens embarquent et immédiatement, peut-être, il ne faut pas non plus que je rate mon premier cours. C'est le premier cours qui est le plus difficile. Une fois que c'est fait, les gens embarquent et là, tout est parfait. Vous m'avez dit aussi que vous avez une manière de faire de la pédagogie un petit peu plus artistique. Oui. Ça veut dire quoi? Honnêtement, j'ai été élevée par un père qui était professeur de musique, qui était professeur de chant. Alors, moi, il faut que je comprenne, excusez, là, je suis un peu flyée ce que je dois dire, mais il faut que je comprenne le taux vibratoire de la classe et le taux vibratoire peut-être d'une génération. Alors, je vous dirai pas ce que... Bon, je vais vous le dire. Ce que je fais, c'est que On est là pour ça. Je voulais pas le dire, mais je vais voir je vois un marchand de musique, que je nommerai pas, et je leur dis quel est le disque qui se vend le plus pour les 19-25 ans, présentement. Et là, ils me disent, bon, je ne vous dirai pas cette année qu'est-ce que j'écoute, là, mais bon. Alors, ils me vendent des 2-3 disques qui doivent être écoutés, et ils disent ça, là, Madame Simard, c'est un tabac, ils adorent ces pièces-là. Alors là, j'écoute ça dans ma voiture, avant d'aller donner mon cours, et là, je comprends un peu. Je vous dirais, moi, la musique, ça apporte des mouvements sociaux. Ok, ça apporte je vois les craintes, je vois l'esprit, je vois le taux vibratoire, ok, d'un groupe. Et là, une fois que je suis imprégnée de cette musique-là, immédiatement, je suis capable de comprendre les 19-25 ans quand j'arrive en classe. C'est beaucoup plus facile. Vous allez dire que c'est complètement, mais je veux dire, c'est pas disable, je suis pas capable de mettre des mots, mais je veux dire, c'est comme une émotion, c'est une sensation. Et quand j'arrive devant mon groupe, des fois qu'il y a 90, des fois personne, immédiatement, je dirais que le contact s'établit. Et vous avez parlé un peu de conscience citoyenne. Oui. Ça, c'est important aussi dans ce que vous enseignez. Puis encore là, en sciences économiques, la conscience citoyenne, c'est comme un peu décalé. On penserait plutôt aux sciences sociales, aux sciences humaines. Mais, moi, ce que j'ai trouvé difficile, bon, honnêtement, j'ai fait mon doctorat en interprétation des lois. Et quand j'ai fait mon doctorat en interprétation des lois, je me suis rendu compte des limites des lois, des limites du droit. Là, je n'ai pas trop de collègues avocats, je perds à travers la salle. Et là, je me suis dit, il faut que je sorte de mon silo disciplinaire. Et j'ai commencé à travailler avec un professeur qui est maintenant mon conjoint, on a commencé à travailler, il était sociologue, et il m'a ébranlé énormément. Et j'étais obligée de faire ce qu'on appelle travailler dans les autres ordres sociaux. Là, j'ai vu qu'est-ce que c'était que la déontologie, j'ai vu qu'est-ce que c'était les mouvements sociaux, j'ai travaillé aussi beaucoup en éthique. Et ça m'a complètement déstructurée pendant à peu près 5-6 ans, mais j'ai compris qu'est-ce que c'était un véritable citoyen. Okay? Et quels étaient les choix? Et les gens que j'ai devant moi, il ne faut pas oublier que c'est des futurs praticiens. Et je veux en faire des praticiens réflexifs. Donc, des êtres qui sont capables de travailler à l'intérieur de tous ces ordres sociaux-là. Et ça va faire des praticiens, puis des fois aussi des praticiens qui vont être salariés, fait qu'ils vont avoir un triple statut. Celui de salarié, celui de professionnel, mais aussi celui de citoyen. Alors, quand ils vont être confrontés à des problèmes, par exemple, le droit peut dire une chose, la morale peut dire autre chose, la déontologie peut être complètement contradictoire, ils vont être pris avec des valeurs, des fois contradictoires, et comme citoyens, en bout de ligne, ils vont être obligés de faire des choix. Alors, je leur dis toujours que les sciences économiques et administratives, ça va être la profession la plus difficile. Que je ne voudrais pas être à leur place. Et est-ce que c'est accepté, ça, par les étudiants, ces valeurs qui, normalement, ne sont pas associées au droit, justement? Je dirais que depuis ce que je rencontre, moi, c'est de mes étudiants, depuis 5-6 ans, je vois vraiment une évolution. Et cette façon d'aborder plaît de plus en plus. Mais ça les met dans une situation où ils se rendent compte qu'ils vont être obligés d'être des professionnels courageux. Je pense que c'est le mot d'ordre. Pas facile d'avoir du courage et de faire ces choix-là, de faire ces choix-là et de tenir bon et de tenir à ses convictions. Alors, je pense qu'ils se rendent compte que c'est pas des recettes. Que la vie n'est pas un grand livre de recettes. C'est rassurant. Mais moi, je ferme le livre de recettes et je leur dis, écoutez, là, vous êtes obligés, vous allez être en confrontation avec plein de valeurs et vous allez être obligés de vivre avec ça. Un des aspects que j'ai retenu de la conversation qu'on a eue avant de faire l'entrevue, c'est votre passion pour la langue française. Oui. Vous voulez qu'elle soit bien utilisée, qu'elle soit utilisée correctement, puis c'est pas facile. Comment vous travaillez ça? Comment vous faites ça pour vos étudiants? Je sais que vous avez des activités pour les aider aussi. Oui, pour les aider. Bon, moi, je me suis rendu compte beaucoup que les étudiants chattent.
La difficulté, c'est faut savoir exprimer, faut savoir s'exprimer par écrit. Je pense que le pouvoir est là aussi. Quand on est administrateur, on n'est pas capable de donner son opinion par écrit, ça devient extrêmement lourd. La façon que je procède, c'est que je demande à des collègues ou j'engage des étudiants de littérature, des gens qui sont très, très forts en français, et je leur donne des travaux longs, une analyse d'un chapitre de Stiglitz. Quand on commence, on commence. Alors, je leur donne un chapitre à lire, et il faut qu'ils me fassent un résumé, puis il faut qu'il y ait l'esprit critique à la mi-session. Une fois que c'est fait, là, les gens qui sont spécialistes en français vont corriger, mais corriger. Je leur dis toujours, corrigez pas avec un crayon rouge, c'est trop agressif. Vert, c'est l'espoir. Alors, ils corrigent en vert le texte comme tel. Et là, les gens, je leur donne la copie, et là, j'entends un silence, mais un silence tout à fait mortel. Et là, ils se rendent compte que, dans le fond, ils ont mal amené leurs idées, ils ont certains problèmes. Et là, moi, je leur dis toujours, je suis là pour vous aider, je suis pas là pour vous couler ou pour vous désavantager. Donc, ce que je fais, c'est que je leur donne un autre travail, un travail final. Plus facile? Non. Et je demande à une personne je leur donne 5 heures. J'ai réussi à avoir les budgets de mon université. C'est vraiment, ils ont été un support extraordinaire, il faut que je le dise. Un support de 5 heures par personne, où tu vas avoir ce qu'on appelle, excusez en français, mais un superviseur qui va s'asseoir avec eux et qui va regarder le travail final pour eux et qui va les aider. Et je vois vraiment une remontée, une prise de conscience, de l'importance de bien savoir s'exprimer en français et par écrit. Et peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez vu au cours des dernières années, peut-être que les étudiants, justement, qui vont étudier en sciences économiques et administratives ont changé, ont beaucoup évolué? C'est un peu ce que j'ai compris de ce que vous avez dit. J'étais surpris par les travaux que je reçois sur peut-être, je leur fais lire des chapitres assez, quand même, faut avoir l'esprit critique. Je pense que c'est un des objectifs de l'université. Je leur fais lire des chapitres assez critiques et depuis, comme je vous disais, 5-6 ans, je vois une montée au niveau de la prise de conscience. Les gens veulent absolument, ils comprennent que l'économie fait partie aussi du social, qui sont des êtres humains, et je vois vraiment des copies tout à fait extraordinaires au niveau de la réflexion. Et ça peut arriver peut-être 1 ou 2 étudiants sur 90 qui n'est pas d'accord avec Stiglitz, mais normalement, j'ai vu vraiment une... Il vaut mieux qu'ils soient d'accord. Non, ça change absolument pas la note. Mais je veux dire, je vois vraiment un changement de prise de conscience, moi, qui m'enchante. Merci beaucoup, Mme Simard. Merci beaucoup. On a un point aux côtés, non? Non? Pas trop dur? Alors, notre dernier lauréat maintenant est un administrateur, le récipiendaire du prix d'excellence en gestion, volet réalisation et le vice-recteur à l'administration, aux finances et à la vie étudiante de l'Université du Québec à Trois-Rivières, M. René Garneau, qui va prendre place ici. On est beaucoup dans l'administration, hein? C'est l'économie. Oui, beaucoup d'administration, c'est sans doute pourquoi il y a beaucoup d'applaudissements. Monsieur Garneau, quand vous êtes arrivé à l'Université du Québec à Trois-Rivières en 2004, il y avait un déficit accumulé très important. Une bonne proportion ou un bon montant, 24,5 millions pour l'université de la taille de l'UQTR, c'est quand même imposant. Vous saviez ce qui vous attendait. Comment vous vous êtes attaqué à ce problème-là? Bon, quand on est arrivé, je dis « on » parce que vraiment, je dois d'abord et avant tout souligner que la résorption d'un déficit accumulé dans une université, c'est pas le fait du vice-recteur aux finances, loin de là, c'est un travail d'équipe. Et assis ici, mais pas sur cette même chaise-là, parce qu'elle n'est pas assez grande, je devrais avoir l'ensemble de mes collègues cadres supérieurs qui ont compris l'importance d'une saine gestion financière, puis qui ont adhéré aux valeurs, je dirais, relativement conservatrices, du point de vue financier du moins, de leur vice-recteur aux finances. Évidemment, une réalisation comme ça dépend aussi du support du conseil d'administration et entre autres de notre président qui est ici. Et aussi, je dirais, de la prudence de notre directrice du service des finances. C'est une combinaison de participants qui ont contribué à réaliser cette réduction-là de déficit qui,
à mon arrivée en poste en 2004, représentait à peu près 27,5 % de notre chiffre d'affaires, si je m'exprime ainsi, de notre budget de fonctionnement. Et puis, à la fin de l'exercice 8-9, on devrait être en deçà de 2 %. Et ça, pour une université, quelle que soit sa taille, ce pourcentage-là, cette proportion-là, c'était un boulet à traîner. Oui, en fait, on était sans doute parmi les universités qui étaient en plus mauvaise situation financière. Et aujourd'hui, je pense qu'on est parmi celles, à travers le Québec, je ne parle pas uniquement du réseau, parmi celles qui sont dans les positions les plus enviables. Quand vous dites que c'est un travail d'équipe, ça doit aussi être un travail de persuasion. Est-ce que je peux dire ça? Oui, ça prend un peu de conviction, mais c'est bien beau vouloir vendre. Hein. Il faut encore que les gens soient disposés à acheter. Mes collègues et bien entendu les gens du conseil d'administration, ça a peut-être été là que c'était le plus facile. Parce qu'il faut comprendre que quand on fait des choix opérationnels, ça finit par se ramasser dans nos résultats financiers. Et puis, la plupart du temps, les choix qu'on a à faire dans la vie, c'est pas juste au niveau des finances. Là. C'est un compromis entre la satisfaction d'un besoin immédiat versus de reporter cette satisfaction-là à plus tard. C'est tout à fait humain, tout à fait naturel de dire, regarde, on va en profiter tout de suite parce que plus tard, c'est pas certain qu'on sera là. Mais ça prend, je pense, un certain esprit de sacrifice pour reporter la satisfaction à plus tard et de dire, regarde, si on dépense plus, c'est bien simple dans le fond la gestion, c'est des valeurs vraiment fondamentales. Là. Tu peux pas vivre au-dessus de tes moyens. Si tu vis au-dessus de tes moyens, c'est pas long, la réalité va te rattraper. Et de vivre au-dessus de ses moyens, ce que ça veut dire, c'est que tu hypothèques le futur de l'établissement. Moi, je pense que comme cadre supérieur, en fait, comme à peu près n'importe qui, on a un chemin à parcourir. Moi, je fais une analogie avec une course à relais. On a un témoin dans les mains. Quand on nous remet le témoin dans les mains, eh bien, pour la durée de notre mandat, on fait du mieux qu'on peut pour que quand on va remettre le témoin à notre successeur, eh bien, il soit en meilleure posture qu'il était au départ. Si on pense comme ça, on prend des décisions qui ont un impact à long terme. Et aujourd'hui, on commence à réaliser les bénéfices des décisions qui ont été prises il y a déjà plusieurs années. Parce qu'une université, c'est comme un paquebot, hein, ça se tombe pas facilement. Sauf qu'en même temps, quand on sait, parce que c'est ce qui s'est passé, qu'il va y avoir des modifications dans le financement, qu'on va peut-être avoir de l'argent, c'est pas tentant aussi de dire on peut peut-être en prendre un petit peu puis laisser tomber la réduction du déficit pour cette année, quitte à pelleter un peu en avant, puis on va se rattraper. Puis disons, là, les notions de vivre selon nos moyens, là, ça, je pense que c'est assez bien entré chez nous. Le pelletage par en avant, ça, c'est le moins possible. Et ça, c'est au niveau du fonctionnement, mais aussi, ce qui paraît moins, c'est au niveau des budgets d'investissement. C'est facile de pelleter par en avant au niveau de l'investissement, mais tout autant au niveau du budget de fonctionnement qu'au budget d'investissement, je pense qu'on a été... je dis toujours on, parce qu'encore une fois, je rappelle que c'est un travail d'équipe. On était fort prudents, mais c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, l'Université du Québec à Trois-Rivières est en mesure de saisir des opportunités qui n'auraient pas été possibles si on avait encore traîné le boulet du déficit accumulé. Et vous diriez que vous vous êtes privé de quoi pour ça? J'ose espérer qu'on n'a pas privé trop la communauté, la collectivité universitaire, parce que la résorption du déficit, il faut comprendre que c'était un des objectifs, c'est pas la seule chose qui nous a guidés. Je peux peut-être le mentionner aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était possible. Malgré que notre déficit, à la fin de cette année, va être encore un déficit, ça aurait pu être un surplus. Ça aurait pu être un surplus au niveau... En fait, on parlait de surplus accumulé, non pas de déficit accumulé, puisqu'on a choisi, quand c'était possible de le faire, de virer certains surplus à notre budget de fonctionnement au budget d'investissement, ce qui nous a permis, par exemple, de finaliser le financement d'un pavillon santé, qui est très, très important pour nous. N'eût été de ces disponibilités financières-là, on n'aurait pas pu réaliser le projet. Ou du moins, ça aurait été plus compliqué. Peut-être une notion qui est intéressante, vous m'avez dit que vous êtes un spécialiste en comptabilité de management. Ouais. C'est ce qu'on disait de moi à l'époque. Là. À l'époque. Donc, est-ce que c'est encore bon? Je pense que c'est encore bon, mais peut-être moins à jour que j'étais. Mais le fait d'avoir été, à ce moment-là, un spécialiste en comptabilité de management, de quelle manière ça a pu vous aider peut-être à prendre des décisions à la fois gagnantes et difficiles dans ce contexte-là? OK, tantôt, on a mentionné que j'étais à l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis 2004. C'est vice-recteur depuis 2004. Je suis arrivé en 1975. Vous connaissez la bête. Je connais bien l'université, les gens de l'université, et probablement qu'aussi les autres me connaissent. Ça a peut-être été plus facile de passer certains messages à ce moment-là. La comptabilité de management, ce que c'est contrairement à la comptabilité financière où on produit des états financiers, la comptabilité de management, c'est la production d'informations qui aident à la prise de décision. Fait que si on est capable de produire l'information appropriée, on ose espérer que les décisions qui vont en découler seront meilleures. D'où
la persuasion plus facile peut-être? Oui, quand l'argumentation est plus solide, c'est plus Et pas difficile. seulement en chiffres. Et pas seulement en chiffres, c'est plus facile de passer le message et c'est plus difficile pour l'autre de rester sur ses positions. Et peut-être qu'on peut parler d'avenir avec vous. Comment vous entrevoyez le futur financier de l'Université du Québec à Trois-Rivières? Bon, je parlais tantôt du coureur avec le témoin. À un moment donné, c'est juste une question de temps. On finit par remettre le témoin à quelqu'un d'autre. J'ose espérer que j'ai encore un petit bout de temps à courir pour prendre, en tout cas, certainement pas prendre de retard et pour remettre le témoin à quelqu'un qui saura œuvrer avec les mêmes convictions. Monsieur Gardeau, merci beaucoup. Merci. Voilà. Oui, je reste à côté de toi. Un grand merci, Madame Thibault, pour ces entrevues très intéressantes avec nos lauréats. Je vous demande de rester sur scène et de vous placer peut-être du côté droit de la scène quand on est en face. J'invite également la présidente, Madame Beauchamp, à se joindre à Madame Thibault pour la remise des prix d'excellence à nos lauréats. Je vous invite d'abord à les féliciter chaleureusement tous. J'invite donc Monsieur Gnozzi, professeur au département de Management et Technologie, de l'Université du Québec à Montréal, ainsi que son recteur, Monsieur Claude Corbeau, à monter sur scène pour la remise à Monsieur Gnozzi du prix Carrière d'excellence en recherche et création. J'invite également le photographe à s'avancer pour la prise de photos. Ils sont superbes. Hein? J'invite maintenant à monter... Ah, on va attendre une petite photo. Je vous invite à rester sur scène. Ne bougez pas. J'invite maintenant à monter sur scène Madame Anne Rochette, doyenne de la Faculté des sciences humaines de l'Université du Québec à Montréal. Elle recevra pour Madame Josiane Boulad Ayoub, à l'extérieur du pays, le prix d'excellence en enseignement volet carrière. Vous pouvez applaudir, hein, vous gênez pas. Je vais demander à Monsieur Gnozzi de rester sur scène également. C'est maintenant au tour de Madame Jeanne Simard du département des sciences économiques et administratives de l'Université du Québec à Chicoutimi, et à son recteur, Monsieur Michel Bellé, à recevoir le prix réalisation en enseignement. Allez, on les applaudit un peu. Enfin, Monsieur René Garneau, vice-recteur à l'administration, aux finances et à la vie étudiante de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi que Monsieur Ghislain Bourque, le recteur de l'établissement, à venir vous joindre à nous. Pour une 10e année, l'Université du Québec souligne la contribution remarquable des membres de ses différents établissements en les nommant à son cercle d'excellence. À cette fin, la présidente de l'Université du Québec a invité chacun des chefs d'établissement du réseau à désigner une personne dont le travail et la performance au cours de la dernière année méritaient d'être soulignés publiquement. Cette année, chaque chef d'établissement, que j'inviterai à tour de rôle à venir sur scène, va faire l'éloge de la personne nommée par l'établissement. Je demande à la personne dont on fait l'éloge de monter également sur scène dès qu'elle entend son nom pour recevoir son certificat.
Je vous prierai de réserver vos applaudissements pour la fin des présentations. J'invite donc tout de suite Monsieur Claude Corbeau, recteur de l'Université du Québec à Montréal, à se lever pour faire l'éloge de la personne sélectionnée, Monsieur Laurier-Lacroix. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Laurier-Lacroix est un universitaire qui a fait sa marque depuis plus de 30 ans comme professeur et chercheur. Il enseigne l'histoire de l'art et la muséologie avec passion et pour le plus grand bonheur de ses étudiants. Il a également une activité de recherche considérable. Il s'est signalé par les travaux fondamentaux qu'il a consacrés à des maîtres majeurs de notre tradition artistique que furent Osias Leduc et Marc-Aurèle de Foix sur leur côté. Mais aussi, à titre de commissaire, il a conçu et réalisé avec ses étudiants, je le signale, des expositions sur des artistes contemporains. Il a encore entrepris et poursuivi à ce jour un valeureux et nécessaire combat pour la préservation de notre patrimoine religieux. Les accomplissements de Laurier-Lacroix lui ont valu de prestigieuses distinctions, prix carrière de la Société des musées québécois, élection à la Société des disques, mais surtout, plus récemment, le Grand Prix Gérard Morisset du Québec en 2008. Je me sens donc privilégié de vous le présenter au moment où l'Université du Québec l'accueille à son cercle d'excellence, car non seulement doit-il y appartenir en raison de ses réalisations comme universitaire, mais aussi parce que son expérience de vie et sa pratique d'universitaire sont en harmonie profonde avec les valeurs et les ambitions les plus fondamentales de l'UQAM et de l'Université du Québec. Laurier-Lacroix recherche en effet non seulement le haut savoir dans son domaine, mais aussi son partage avec les étudiants, sans compromis sur la rigueur et sur l'excellence. Je salue ce grand universitaire qui est Laurier-Lacroix. Merci. Merci, Monsieur Corbeau. Félicitations, Monsieur Lacroix. J'invite maintenant, en l'absence de Monsieur Raymond Duchesne, Monsieur Pierre Legallet, secrétaire général et directeur juridique de la Téléuniversité de l'Université du Québec à Montréal, à venir sur scène pour faire l'éloge de la personne qu'il nomme, Monsieur Hubert Wallot. Monsieur Wallot, si vous voulez bien également venir nous rejoindre à l'avant, n'ayez pas peur, la scène est grande, ça va nous faire plaisir de vous voir bien à l'avant au centre. Merci. Madame la Présidente, chers collègues, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter le professeur Hubert Wallot au Cercle d'excellence de l'Université du Québec. Médecin psychiatre, professeur en sciences de la gestion, artiste peintre réputé, M. Wallot se passe de présentation. Sa longue carrière de professeur au sein du réseau de l'Université du Québec est jalonnée de ses contributions à divers domaines du savoir, de l'histoire de la psychiatrie au Québec à l'entrepreneuriat, à l'organisation des services de santé mentale. M. Wallot a également siégé longtemps à l'Assemblée des gouverneurs. Plus récemment, l'Association des médecins psychiatres du Québec lui a décerné le prix d'humanisme Jacques Voyer pour sa contribution à l'organisme Les Pinceaux d'Or, qui met l'art pictural au service des aînés et des services vulnérables. C'est donc avec plaisir que nous tenons à manifester notre reconnaissance envers ce collègue en le nommant au Cercle d'excellence de l'Université du Québec. Bravo, M. Wallot. Monsieur Legallet.
Merci, Monsieur Le Gallais. Félicitations, Monsieur Wallot. J'invite maintenant Monsieur Ghislain Bourque, recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, à faire l'éloge de la personne nommée Monsieur Sylvain Robert. Quand j'improvise, je fais semblant de lire. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ça m'a rappelé une citation de M. Churchill, Winston, qui disait que certains ont le génie de comprimer le minimum d'idées en un maximum de mots. J'espère pas trop y adhérer dans cette circonstance-ci. En fait, j'ai comme deux adresses à faire. La première concerne beaucoup plus les points de repère pour la carrière de M. Robert. Il enseigne depuis 17 ans à l'UQTR dans le domaine de chimie-biologie et le professeur Robert a signé et co-signé plus d'une soixantaine de publications savantes. Il a prononcé plus d'une centaine de communications. On lui doit aussi 3 brevets. Il a siégé un grand nombre de comités scientifiques ou consultatifs. Il s'est beaucoup investi dans la vie institutionnelle de l'UQTR, supervisé des rapports d'étudiants, des rapports de recherche d'étudiants, de stages, de projets, et sous sa direction, une trentaine de jeunes chercheurs ont en outre complété avec succès leur mémoire ou leur thèse. Dans les prix et distinctions, il a reçu plusieurs hommages d'organismes en lien avec le monde papetier, dont, à l'hiver 2009, le prix F.G. Robinson de l'Association canadienne des pâtes et papiers. Il s'est aussi distingué par la qualité de son enseignement, récoltant un prix d'excellence de l'UQTR en 2007 et, consécration toute récente, le prix 3M Canada de reconnaissance en enseignement universitaire, une distinction de très grand prestige qui signale l'excellence et le leadership dans l'enseignement universitaire canadien. Donc aujourd'hui, c'est le cercle d'excellence, mais ce que je tiens à dire par-dessus tout, c'est que à Trois-Rivières, et j'imagine que c'est comme ça dans tous les établissements, on prétend choisir les meilleurs. Et donc, par nature et par culture, les plus intelligents. Nous sommes une entreprise de savoir, et donc nous tenons à ce que les choses se fassent en toute intelligence. Mais quel bonheur pour les étudiants quand les plus intelligents sont aussi les plus intelligibles, qui n'est pas toujours donné dans nos établissements et dans les vocations que l'on sait. Monsieur Robert a fait sienne cette maxime qui dit que la réussite d'un prof est toujours relative à celle de ses étudiants. Aussi, c'est un bon pédagogue, il sait les motiver, il sait faire en sorte qu'ils se réalisent, mais aussi un très bon didacticien, c'est-à-dire qu'il sait les instruire, les mettre sur les bons parcours pour qu'ils apprennent et pour qu'ils paraissent intelligents. Donc, bienvenue dans ce cercle d'excellence, M. Robert. Dites-vous que l'UQTR est très fier de vous. Merci, Monsieur Bourque. Félicitations, Monsieur Robert. J'invite maintenant le recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi, Monsieur Michel Bellé, à faire de l'éloge de la personne qu'il nomme, Monsieur Robert Loisel. Madame la Présidente, chers amis, Robert Loisel se définit tout d'abord comme étant un entomologiste. Ça lui viendrait, semble-t-il, d'un chromosome à 6 pattes. Il est arrivé au Saguenay en 1979 et il a été tour à tour assistant de recherche, chargé de cours, responsable de laboratoire de biologie au département des sciences fondamentales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Avec le docteur André Franqueur,
bien connu pour son travail sur les fourmis, il y a consacré toute sa carrière, et d'autres férus d'entomologie, il fonde 2 groupes, le Cercle des entomologistes de la Sagamie en 1979 et la Corporation entomofaune du Québec en 1988. C'est une corporation qui visait à mettre en place un atlas des insectes du Québec, un atlas électronique des insectes du Québec, avec une forme administrative extrêmement créative parce que c'était les entomologistes amateurs qui fournissaient les données d'observation sur le terrain. Ça continue sans doute, Robert, et ça finit par être vraiment un atlas complet en ce qui concerne les insectes. À long terme, ça sera un atlas complet. Avec, parce qu'on en découvre tout le temps, le professeur Franqueur a découvert quelques espèces de fourmis qui n'étaient pas connues. Avec le docteur Rodrigue Saint-Laurent de l'UQAC et Jacques Meloche du Cégep de Jonquière, il est à l'origine de l'incorporation en 81 du Conseil du loisir scientifique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y siégera plusieurs années au conseil d'administration du même organisme. Juge à l'Expo-Sciences régionale depuis le début des années 80, il a remplacé un ami, Ghislain Laflamme, également intronisé au cercle d'excellence de l'UQ en 2003, à titre de juge en chef de l'Expo-Sciences régionale en 2004. 2 ans plus tard, il est juge en chef de l'Expo-Sciences pan-canadienne à Saguenay, qui reçoit alors plus de 450 jeunes finalistes. Le point commun dans tout ça? Un besoin incessant de partager sa passion pour les sciences et de participer au développement de l'esprit critique chez les jeunes et les moins jeunes. En juillet dernier, le regroupement des loisirs et sports du Saguenay-Lac-Saint-Jean a tenu à souligner l'excellence de son engagement bénévole dans le domaine du loisir et du sport en lui décernant le prix bénévolat en loisirs et en sport de l'Art Morin. La ministre de l'Éducation, du loisir et du sport rendra un hommage public aux lauréates et lauréats lors d'une cérémonie officielle qui aura lieu à l'Assemblée nationale le 16 octobre prochain. En soumettant la candidature de M. Robert Loisel au Cercle de l'Excellence, l'Université du Québec à Chicoutimi désire lui témoigner toute sa reconnaissance pour son dévouement, le partage de ses connaissances, sa générosité et sa grande disponibilité de tous les instants. Robert, félicitations. Merci, Monsieur Bellé. Félicitations, Monsieur Loisel. J'invite maintenant Monsieur Michel Ringuette, recteur de l'Université du Québec à Rimouski, à faire l'éloge de la personne nommée, Monsieur Guillaume Saint-Onge. Madame la Présidente, chers collègues, je m'adresserai aux férus de hockey dans la salle, dont le directeur de Trois-Rivières, bien connu, pour dire que je me sens un peu comme le directeur gérant d'une équipe professionnelle de hockey qui viendrait vous dire « Je vous l'avais dit que mon premier choix au repêchage de 2004 allait rapidement finir parmi les premiers compteurs. » Alors, l'Université du Québec à Rimouski a l'honneur de présenter la candidature de M. Guillaume Saint-Onge au Cercle d'excellence de l'Université du Québec. M. Saint-Onge est professeur en géologie marine à l'ISMER, l'Institut des sciences de la mer de l'UQAR. Il a obtenu son doctorat en 2003 et sa carrière, débutant en 2004 chez nous, a rapidement connu un essor formidable. Depuis 2007, il a publié 24 articles scientifiques sur des sujets variés, allant des changements climatiques dans l'Arctique, aux risques naturels, à l'érosion côtière et aux variations du champ magnétique terrestre au cours du temps. Il a implanté à Rimouski un laboratoire de paléomagnétisme sédimentaire et de géologie marine parmi les mieux équipés au monde. Sa compétence et son dynamisme lui ont valu de faire partie du groupe très restreint de chercheurs
qui ont obtenu une subvention au programme élitiste de supplément d'accélération de la découverte du CRSNG. Enfin, l'un des articles de M. Saint-Onge présentant une explication scientifique d'une catastrophe géologique survenue dans le nord canadien est publié, cet article, dans la réputée revue Nature Geoscience, a été retenu au palmarès des 10 découvertes de l'année 2008 du magazine Québec Science et du quotidien Le Soleil. De fait, M. Saint-Onge m'a expliqué tout à l'heure qu'il y avait un grand lac dans le coin de la baie d'Hudson qui s'est effondré, qui a disparu à toute fin pratique, jetant un grand coup de froid sur la planète. Peut-être c'est de la recherche fondamentale, M. Villedieu, mais peut-être qu'on pourrait utiliser ces connaissances-là pour pallier au réchauffement climatique actuel. Enfin, donc, M. Saint-Onge représente, soyez assurés, sans conteste, l'un des meilleurs espoirs de relève parmi les chercheurs en sciences de la mer québécois. Et il est certes tout à fait digne de faire partie du cercle d'excellence de notre université. Félicitations. Nous sommes à l'UQAR très fiers de toi, Guillaume. Merci, Monsieur Ringuette. Félicitations, Monsieur Saint-Onge. J'invite maintenant Monsieur Jean Vaillancourt, recteur de l'Université du Québec en Outaouais, à venir faire l'éloge de la personne nommée. Mouvement de foule. Madame Lynn L'Espérance. Qui arrive de très loin, ça ne sera pas très long. Viens me voir, Lynn. Je te vois pas, non? Alors, Madame la Présidente, chers collègues, Lynn L'Espérance est une technicienne en administration au service des finances de l'UQO. Depuis son embauche en 1991, elle s'est investie à fond dans son travail, apportant une contribution indispensable au développement de l'UQO, entre autres par son sens aigu de l'organisation, ses nombreuses initiatives visant à l'amélioration de la qualité du service et son souci de l'exactitude des processus. Dans un domaine qui exige un effort constant et une adaptation hors du commun à cause des nombreuses modifications de systèmes, de lois et de règlements prescrites par les circonstances, elle a su démontrer à la fois rigueur et souplesse tout en exerçant ses fonctions dans le plus grand respect des personnes. Aujourd'hui responsable de la rémunération de plus de 700 personnes, Lynn L'Espérance travaille sans relâche à offrir un service de qualité aux employés de l'université. Fortement sollicitée, elle est maintenant au cœur de l'implantation d'un nouveau système de paye et contribue activement aux plus récents changements en matière d'informatisation du processus complexe d'établissement du salaire. Son apport est déterminant, considérant son niveau de connaissance et l'expertise qu'elle a su développer au cours des années. De plus, L'Espérance est particulièrement reconnue pour son efficacité et sa capacité à respecter des échéances irrévocablement serrées. Nombreux sont les témoignages qu'elle a reçus en regard de la qualité de son travail, notamment auprès des professeurs et des chargés de cours. Ses supérieurs soulignent unanimement son apport considérable aux opérations de son service. Tous reconnaissent son écoute, son empathie, son doigté, sa discrétion, son souci d'exactitude et sa bonne humeur, qu'on voit sur son visage actuellement. Les personnes qui ont la chance de la côtoyer apprécient au plus haut point son sens des responsabilités, sa grande autonomie et son dévouement pour l'organisation. Par son travail, même s'il s'exerce souvent dans l'ombre, Lynn L'Espérance a contribué de façon exemplaire au soutien de la mission de l'université. Elle mérite toute la reconnaissance qui lui revient pour ses nombreuses années consacrées à l'essor de son université. Alors, très chère Lynn, bienvenue au Cercle de l'UQ. Merci, Monsieur Vaillancourt. Félicitations, Madame L'Espérance. J'invite maintenant Madame Joanne Jean, rectrice de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à venir faire l'éloge de la personne qu'elle nomme, Monsieur Mostafa Benzazoua.
Chers collègues, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, cette année, a décidé de vous présenter un de ses professeurs-chercheurs au Cercle d'excellence. Le professeur Mostafa Benzazoua est professeur-chercheur à l'UQAT depuis 13 ans. En 2003, il est devenu titulaire d'une chaire de recherche du Canada en gestion intégrée des rejets miniers. Ses champs de compétences s'inscrivent en géochimie et en minéralogie appliquée à l'environnement minier, au traitement des minerais et au remblayage minier. Mais c'est pas pour cette raison-là. Parce qu'on aurait pu, c'est ça, c'est toute la qualité de son dossier de professeur-chercheur. On a choisi de vous présenter le professeur Mostafa Benzazoua parce qu'il s'est mérité cette année l'une des chaires internationales du Centre de recherche en développement international, le CRDI, accordée en 2009. Sur un total de 104 propositions au total, 8 chaires furent attribuées au Canada. Il y en a eu 2 seulement qui ont été attribuées à des chercheurs au Québec et celle qui a été obtenue par le professeur Mostafa Benzazoua, qu'il a eu en collaboration avec le professeur Rachid Akou de l'Université de Marrakech. Monsieur Benzazoua a bien entendu soumis une proposition impeccable et très innovante, vous vous en doutez bien. Il s'associe à un éminent chercheur marocain afin de transférer à Marrakech un savoir-faire d'une part et la mise sur pied ainsi que la gestion d'une équipe de chercheurs et d'un laboratoire doté de nombreux équipements scientifiques. Bien que les travaux qu'il réalise constituent une suite normale dans le développement de sa thématique de recherche sur les rejets miniers, la chaire du CRDI permettra d'appliquer les résultats dans des contextes climatiques et culturels très différents, pour vous en douter, de ceux déjà expérimentés. Le projet permettra d'exporter en Afrique de nombreuses connaissances développées ici au Québec et en Abitibi-Témiscamingue notamment, et cette expertise profitera certainement aux entreprises canadiennes qui opèrent partout dans le monde et particulièrement en Afrique. Le projet ajoute à la notoriété déjà acquise par l'UQAT et son partenaire dans le secteur minier qui est l'École polytechnique, ce qui positionne les universités québécoises d'une manière incontournable dans le domaine spécifique de l'environnement et de la gestion des rejets miniers et du remblayage dans les mines. Vous comprendrez que le professeur Mostafa Benzazoua se sent aussi particulièrement fier de rendre un peu à son pays natal. Il y met bien entendu tout son cœur et compte poursuivre avec autant de génie et de générosité sa mission d'aider l'industrie minière de toute la planète désormais. Enfin, je dirais qu'à ce grand succès scientifique s'ajoute la naissance toute récente d'un second bébé, ce qui donne des ailes aux chercheurs et à toute sa famille. Félicitations, Mostafa. Merci, Madame Jean. Félicitations, Monsieur Benzazoua. J'invite maintenant Monsieur Marcel Proulx, directeur général de l'École nationale d'administration publique, à venir faire l'éloge de la personne qu'il nomme, Monsieur Bachir Mazouz. Chers collègues, vous me permettez aujourd'hui de rembourser une vieille dette. Il faut vous dire que quand le professeur Mazouz s'est présenté à l'ENAP il y a 8 ans, après une entrevue de sélection qui était en soi un morceau d'anthologie, la présidente en est témoin, elle était avec nous, nous savions que nous avions avec nous un remarquable spécialiste de la planification stratégique et de la gestion de projet, mais il y avait un petit hic. Le professeur Mazouz ignorait tout de l'administration publique et encore plus de l'administration publique québécoise. Or, à l'époque, je lui ai lancé le défi en lui disant « Écoute, ce serait bien si tu devenais le spécialiste de l'administration publique québécoise à travers tes champs de compétences. » Eh bien, il a relevé le défi. Ce qui n'est pas rien. En 8 ans de carrière, il est, après seulement 8 ans de carrière, ce qui est court dans notre milieu, il est devenu, on peut le dire, une véritable référence en matière de recherche sur la modernisation de la gestion publique au Québec, mais comme ce n'était pas assez, dans l'ensemble du monde occidental. Ainsi, pour la seule année 2008, il a publié à ce sujet 2 ouvrages, rédigé 4 chapitres de livres, publié un article de scientifique, produit différentes conférences. Bref, il est devenu Monsieur Modernisation des administrations publiques au Québec.
il est aussi reconnu pour la qualité de son enseignement et surtout, je dois dire, pour la passion qu'il y met. Sa réputation de professeur-chercheur déborde largement les frontières du Québec et du Canada, comme en témoignent les marques de reconnaissance importantes qu'il a reçues justement cette année. Il a ainsi obtenu, en octobre 2008, une des 3 chaires Gutenberg attribuées par un jury international à l'intention de chercheurs provenant du monde entier désireux de mener en Alsace, où se trouve l'ENA, l'ENA de Strasbourg maintenant, qui était l'ENA de Paris, désireux donc de mener en Alsace des recherches de pointe. Ces chaires ont été attribuées cette année à un chercheur américain, à un Italien et à un Québécois. Le professeur Mazuz a été ainsi amené à passer 1 an à l'ENA de Strasbourg pour y poursuivre ses recherches sur un sujet très peu d'actualité, les partenariats publics-privés. C'est aussi de la recherche fondamentale. Il a aussi été honoré, comme si ce n'était pas suffisant, en novembre de la même année, par le Club Avenir de Montréal, qui lui a décerné un prix reconnaissance pour une carrière exceptionnelle hors pair. Finalement, le professeur Mazuz a obtenu, en mai 2009, le prix scientifique de la francophonie 2008-2009 de l'Agence universitaire de la francophonie, destiné à reconnaître un jeune chercheur faisant preuve d'excellence dans le domaine des sciences humaines et sociales. Donc, je peux dire au professeur Mazuz, vous avez relevé le défi. On n'y croit pas toujours quand on lance ce type de défi comme chef d'établissement. C'est assez remarquable qu'il l'ait relevé en 8 ans. Donc, Bachir Mazuz a reçu cette année des marques de reconnaissance exceptionnelles pour une carrière universitaire encore jeune, mais déjà impressionnante. Il me fait plaisir, chers collègues, d'ajouter à ces honneurs amplement mérités en vous désignant comme membre du Cercle d'excellence de l'Université du Québec. Félicitations. Merci, Monsieur Proulx. Félicitations, Monsieur Mazuz. J'invite maintenant Monsieur Yves Beauchamp, directeur général de l'École de technologie supérieure, à venir faire l'éloge de la personne nommée, Monsieur Christian Masson. Le professeur Christian Masson est professeur au département de génie mécanique de l'ETS depuis 1997. Concentrant ses activités de recherche sur le développement et l'application de la mécanique numérique en dynamique des fluides, son expertise lui a valu, en 2002, l'octroi de la chaire de recherche du Canada sur l'aérodynamique des éoliennes en milieu nordique, chaire dont le mandat a été renouvelé. Reconnu parmi les experts de haut calibre dans le domaine de l'énergie éolienne, la plupart des grands acteurs nationaux du milieu ont déjà fait appel à ses connaissances approfondies du domaine et il compte des partenaires industriels ici comme à l'international. Figurant au nombre des membres fondateurs du Centre Chorus, le Centre québécois de recherche sur l'énergie éolienne, Christian siège de plus au Conseil des éditeurs du prestigieux journal Wind Energy. En 2008, il était nommé coordonnateur du volet « Extraction de la ressource » du réseau Westnet, un thème directement lié à son domaine d'expertise, notamment l'aérodynamique des pales et des centrales éoliennes. Westnet est un regroupement pan-canadien d'une 50aine de chercheurs attachés à 18 universités créées par le CRSNG, visant à favoriser l'émergence de nouveaux experts en énergie éolienne. Récemment, c'est encore à cet éminent chercheur qu'était confiée la direction du technocentre éolien situé à Murdochville, en Gaspésie. Malgré ses responsabilités grandissantes liées à la reconnaissance et à l'avancement des connaissances dans un domaine où les experts sont de plus en plus en demande, Christian demeure un professeur recherché qui a à cœur la formation d'étudiants de 2e et de 3e cycle. Depuis plus de 10 ans maintenant, il a contribué à la formation de nombreux chercheurs de haut niveau et dirigé une 40aine d'étudiants à la maîtrise et au doctorat. Il en dirige actuellement près d'une 20aine. C'est donc une contribution précieuse à plus d'un point de vue qu'apporte le professeur-chercheur de l'ETS au secteur de l'éolien pour contrer la pénurie de main-d'œuvre spécialisée dans ce domaine. Pour le dynamisme qu'il insuffle, et ce n'est pas un jeu de mots, à un domaine encore en émergence, la passion qu'il sait transmettre à ses étudiants et les avancées importantes
auquel il contribue activement dans un domaine qui préoccupe actuellement le monde entier, Christian mérite amplement l'honneur qui lui est accordé cette année d'accéder au Cercle d'excellence de l'UQAM. Félicitations. Merci, Monsieur Beauchamp. Félicitations, Monsieur Masson.